Les contradictions apparentes que nous avons rencontrées en cette matière sont en vérité aussi aiguës que celles qu'a soulevées au début de ce siècle le développement de la théorie de la relativité. Comme ces dernières, elles n'ont pu être levées que par un examen serré de la limitation qu'imposaient les nouvelles expériences en usage non ambigu de concepts entrant dans la description des phénomènes. En théorie de la relativité, le point décisif avait été de reconnaître que des observateurs en mouvement les uns par rapport aux autres devaient décrire le comportement d'objets donnés de manière essentiellement différente. L'élucidation des paradoxes de la physique atomique a révélé le fait que l'interaction inévitable entre objets et appareils de mesure fixe une limite absolue à notre possibilité de parler d'un comportement des objets atomiques, qui sont indépendants des moyens d'observation. Nous nous trouvons ici en face d'un problème épistémologique tout nouveau pour les sciences de la nature. Jusqu'alors, toute description de faits d'expérience reposait sur l'hypothèse inhérente déjà aux conventions ordinaires du langage qu'il est possible de faire une distinction nette entre le comportement propre des objets et des instruments d'observation. Cette hypothèse est pleinement justifiée par notre expérience journalière, bien plus elle constitue la base de la physique classique. Celle-ci a atteint une perfection merveilleuse grâce justement à la théorie de la relativité. Mais dès que nous nous occupons de phénomènes tels que les processus atomiques individuels qui, de par leur nature même, sont essentiellement déterminés par l'interaction entre les objets étudiés et les appareils de mesure nécessaires pour définir les conditions de l'expérience, nous devons examiner de plus près quel genre de connaissances nous pouvons obtenir ainsi des objets. Dans ces conditions, il nous faut d'abord prendre conscience du fait que le but de toute expérience de physique est d'obtenir des connaissances dans des conditions reproductibles et communicables, ce qui ne nous laisse pas d'autre choix que de nous servir des concepts de la vie journalière, raffinés par la terminologie de la physique, lorsque nous avons à décrire non seulement les instruments de mesure et leur fonctionnement, mais encore les résultats même des expériences. D'autre part, il est également important de comprendre que, de ce fait, aucun renseignement sur un phénomène qui se trouve en principe hors du champ de la physique classique ne peut être interprété comme une information sur des propriétés indépendantes des objets. Ce renseignement est intrinsèquement lié à une situation définie dont la description implique essentiellement les appareils de mesure en interaction avec les objets. Cette constatation lève immédiatement les contradictions qui apparaissent chaque fois que nous essayons de rassembler en une seule image intuitive des résultats obtenus sur des objets atomiques à l'aide de montages expérimentaux différents. Des informations obtenues sur le comportement d'un seul et même objet atomique dans des conditions d'expérience chaque fois bien définies, mais s'excluant mutuellement, peuvent néanmoins, suivant une terminologie courante en physique atomique, être dites complémentaires, bien qu'il soit impossible de les rassembler en une image unique décrite à l'aide des concepts de la vie journalière. Elles représentent chacune des aspects également essentiels de tout ce que l'on peut apprendre dans ce domaine sur l'objet en question. C'est justement en reconnaissant ce caractère complémentaire des analogies mécaniques par lesquelles on essaye de rendre intuitives les diverses actions du rayonnement que l'on a obtenu une solution entièrement satisfaisante des énigmes dont nous avons parlé plus haut au sujet des propriétés de la lumière. De même, c'est seulement en tenant compte des relations de complémentarité existant entre les différents renseignements obtenus sur le comportement des particules atomiques que nous sommes arrivés à comprendre le contraste frappant entre les propriétés des modèles mécaniques ordinaires et les lois toutes particulières de stabilité qui régissent les structures atomiques et qui forment la base de toute explication précise des propriétés physiques et chimiques de la matière. Je n'ai pas l'intention, bien entendu, d'entrer à ce sujet dans plus de détails, mais j'espère être parvenu à vous donner une impression assez claire du fait que nous ne renonçons pas ici arbitrairement à une analyse détaillée de la richesse presque accablante de nos connaissances en croissance rapide sur le monde des atomes. Il s'agit au contraire d'un développement rationnel de nos moyens de classer et de comprendre les faits nouveaux d'expérience qui, de par leur nature même, ne peuvent s'ordonner dans le cadre d'une description causale. Fort éloigné de tout mysticisme totalement étranger à l'esprit de la science, le point de vue de la complémentarité doit être considéré comme une généralisation logique de l'idéal de causalité. Aussi imprévue que puisse paraître cette évolution de la physique, je suis certain que beaucoup d'entre vous auront reconnu une analogie étroite qui existe entre la situation qui se présente, telle que je viens de la décrire, dans l'analyse des phénomènes atomiques, et les traits caractéristiques du problème de l'observation en psychologie. En effet, l'on peut dire que la tendance de la psychologie moderne se définit comme une réaction contre toute tentative de décomposition de l'expérience psychologique en éléments que l'on pourrait rassembler ensuite comme les données d'une mesure en physique classique. Il est évidemment impossible dans l'introspection de séparer nettement les phénomènes eux-mêmes de leur perception par la conscience, et bien que nous disions souvent que nous portons notre attention vers tel aspect particulier d'une expérience psychologique, un examen plus serré montrera qu'il s'agit là de situations qui s'excluent mutuellement. Nous savons tous, et on l'a dit depuis longtemps, que
si nous tentons d'analyser nos propres émotions, nous ne les éprouvons plus guère et nous reconnaissons qu'il existe entre les expériences psychiques dont la description exige des mots tels que pensée et sentiment, une relation de complémentarité semblable à celle que nous trouvons entre les expériences atomiques obtenues avec des montages différents et décrites par des analogies différentes tirées de nos représentations habituelles. Naturellement, nous n'avons nulle intention par cette comparaison de suggérer qu'il existe un lien direct entre physique atomique et psychologie. Nous voulons seulement souligner une analogie purement épistémologique et nous demander en conséquence dans quelle mesure la solution des problèmes physiques relativement simples peut aider à éclairer les questions psychologiques plus compliquées que nous pose la vie humaine et que rencontrent si souvent dans leurs recherches les anthropologues et les ethnologues. Serrons de plus près notre sujet actuel, la répercussion de ces vues sur la comparaison entre cultures humaines différentes. Nous signalerons d'abord la relation nettement complémentaire qui existe entre les aspects du comportement des êtres vivants que l'on caractérise par les mots d'instinct et de raison. Il est vrai que l'on peut donner à ces mots bien des sens divers. Ainsi, l'instinct peut désigner une force motivante ou bien un comportement héréditaire. Et par raison, l'on peut entendre soit une compréhension profonde, soit une argumentation consciente. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est seulement l'usage pratique que nous faisons de ces mots dans le but de distinguer les diverses situations où peuvent se trouver les animaux et les hommes. Nul ne contestera bien entendu que nous appartenons au monde animal, et il serait bien difficile de trouver une définition exhaustive qui caractérise les hommes parmi les autres animaux. En vérité, les possibilités latentes de tout être vivant ne sont pas faciles à sonder, et je pense que les merveilleux résultats obtenus par le dressage des animaux de cirque ont dû faire parfois une profonde impression sur chacun de nous. Même en ce qui concerne la communication d'une information d'un individu à un autre, il est impossible de tracer une ligne de séparation nette entre les animaux et les hommes. Mais évidemment, notre faculté de parole nous met de ce point de vue dans une situation essentiellement différente. Nous pouvons non seulement échanger notre expérience pratique, mais encore et surtout transmettre aux enfants par l'éducation les traditions de mœurs et de pensée qui sont la base de toute culture. Si nous comparons la raison à l'instinct, il est essentiel avant tout de nous rappeler qu'aucune pensée humaine au sens propre du mot n'est imaginable sans un cadre de concepts construit sur un langage que chaque génération doit apprendre à nouveau. Or, l'usage des concepts ne supprime pas seulement dans une large mesure la vie instinctive, mais encore se trouve en relation d'exclusion mutuelle et de complémentarité avec le jeu des instincts héréditaires. L'étonnante supériorité qu'ont sur l'homme les animaux inférieurs pour utiliser les possibilités naturelles de conservation et de propagation de la vie s'explique souvent par le fait que chez ces animaux aucune pensée consciente ne peut être détectée. On connaît de même l'extraordinaire faculté qu'ont les peuples dits primitifs de s'orienter dans les forêts et les déserts, faculté perdue en apparence dans les sociétés plus civilisées et qui peut revivre à l'occasion en certains d'entre nous. Il semble justifié d'admettre que de telles performances ne sont possibles que par un renoncement à tout recours à la pensée conceptuelle, alors que celle-ci est adaptée à des fins beaucoup plus variées, d'importance capitale pour le développement de notre civilisation. C'est justement parce qu'il ne s'est pas encore éveillé à l'usage des concepts qu'un nouveau-né peut difficilement être considéré comme un être humain. Mais appartenant à l'espèce humaine, et bien qu'il ait moins de défense que la plupart des jeunes animaux, il possède les possibilités organiques de recevoir par l'éducation une culture qui lui permettra de prendre sa place dans une société humaine. Ces considérations nous placent immédiatement devant la question de savoir s'il est en réalité bien fondé de croire, comme on le fait généralement, que chaque enfant naît avec une prédisposition pour une culture déterminée, ou bien si l'on ne doit pas admettre que toute culture peut être implantée et se développer dans n'importe quel terrain. Nous touchons ici à une question encore très controversée parmi les généticiens qui poursuivent leurs si intéressantes recherches sur l'hérédité des caractères physiques et psychiques. Mais parlant de ces discussions, nous devons avant tout ne pas oublier que la distinction entre les concepts de génotype et de phénotype, si utiles pour comprendre l'hérédité chez les plantes et les animaux, présuppose essentiellement que les conditions extérieures de la vie n'ont qu'une influence secondaire sur les propriétés caractéristiques des espèces. Or, dans le cas des caractères spécifiquement culturels des sociétés humaines, le problème est inversé en ce sens que la base de classification ce sont ici les habitudes traditionnelles forgées par l'histoire des sociétés et leur entourage naturel. C'est pourquoi il faut analyser en détail ces habitudes et les conditions préalables qu'elles impliquent avant de juger d'une influence possible des différences biologiques héréditaires sur le développement et la stabilité des civilisations. De fait, lorsque nous voulons déterminer les traits caractéristiques des différentes nations et même des différentes familles dans une nation, nous pouvons considérer les traits biologiques et les traditions spirituelles comme largement indépendants les uns des autres, et l'on serait même tenté de réserver justement par définition l'adjectif humain aux caractères qui ne sont pas directement liés à l'hérédité corporelle. À première vue, il pourrait peut-être sembler que cette attitude attache une importance excessive à des points de pure dialectique. Mais toute l'évolution des sciences physiques nous apprend que c'est souvent à un choix correct des définitions que se trouve le germe d'un développement fécond.
En effet, si nous pensons par exemple à la lumière apportée en différentes branches de la science par les raisonnements de la théorie de la relativité, nous voyons à quel progrès peuvent conduire ces affinements formels, ces raffinements formels. Comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, le point de vue relativiste peut nous être d'une utilité profonde en nous conduisant à considérer plus objectivement les relations entre cultures humaines dont les différences traditionnelles ressemblent en bien des points aux diverses manières équivalentes dont peuvent être décrits des résultats d'expériences physiques. Et cependant, cette analogie entre problèmes de sciences physiques et de sciences humaines est d'application limitée et son exagération a même conduit à méconnaître l'essence même de la théorie de la relativité. Car l'unité de la représentation relativiste de l'univers implique précisément la possibilité pour tout observateur de prédire en son propre cadre conceptuel comment un autre observateur repérera son expérience en son cadre à lui. L'obstacle principal qui nous empêche de considérer sans préjuger les rapports entre les diverses cultures, ce sont les différences profondes entre les arrière-plans traditionnels sur lesquels repose dans chaque société l'unité d'attitude devant la vie, et ces différences excluent toute comparaison simple entre ces attitudes. C'est dans ce contexte avant tout que le point de vue de la complémentarité s'offre comme moyen de dominer la situation. En effet, lorsque nous étudions des cultures différentes de la nôtre, nous nous trouvons devant un problème particulier d'observation qui, vu de près, présente bien des traits communs avec les problèmes atomiques ou psychologiques, dans lesquels l'interaction entre objet et instrument de mesure ou l'inséparabilité entre le contenu objectif et le sujet observant empêche toute application immédiate des conventions de langage adaptées à notre expérience journalière. En particulier dans l'étude des cultures des peuples primitifs, les ethnologues ne connaissent pas seulement le risque de corrompre ces cultures par leur contact inévitable, mais ils apprennent souvent eux-mêmes à quel point cette étude réagit sur leur propre attitude devant la vie. Je fais allusion ici à une expérience vécue par bien des explorateurs. Des préjugés dont ils avaient à peine conscience auparavant sont ébranlés profondément par l'impression inattendue d'harmonie interne que peut présenter la vie humaine, même lorsque les coutumes et les conventions diffèrent radicalement des nôtres. En voici peut-être un exemple particulièrement frappant. Rappelez-vous à quel point, dans certaines sociétés, les rôles de l'homme et de la femme sont inversés en ce qui concerne non seulement leurs devoirs domestiques et sociaux, mais aussi leur comportement et leur mentalité. Bien que la plupart d'entre nous, dans cette situation, hésiteraient probablement d'abord à admettre que seul un caprice du sort a donné à ces peuples leur culture propre, à nous, la nôtre, et non l'inverse, il est clair que le moindre soupçon dans ce sens est déjà une trahison envers l'orgueil national inhérent à toute culture originale. De même que l'on se sert en physique atomique du mot complémentaire pour exprimer la relation qui existe entre faits d'expérience obtenus par des montages différents et ne pouvant être décrits intuitivement que par des images mutuellement exclusives les unes des autres. De même, nous avons en vérité le droit de dire que des cultures différentes sont complémentaires entre elles. En effet, toute culture représente un équilibre harmonieux entre des conventions traditionnelles qui permettent à des potentialités latentes de la vie humaine de se développer et de révéler ainsi des aspects nouveaux de sa richesse et de sa variété illimitée. Bien entendu, il ne peut être question dans ce domaine d'une relation aussi absolument exclusive qu'entre des expériences complémentaires sur le comportement d'objets atomiques bien définis, car il ne doit guère exister de culture qui puisse être considérée comme absolument originale. Au contraire, nous connaissons tous de nombreux exemples où un contact plus ou moins intime entre différentes sociétés a pu conduire à une fusion graduelle des traditions et par cela même à la naissance d'une culture entièrement nouvelle. De ce point de vue, on ne saurait sous-estimer l'importance pour le progrès de la civilisation des mélanges de populations par émigration ou conquête. Le but le plus élevé des sciences humaines est peut-être justement d'arriver par une connaissance toujours croissante de l'histoire des cultures à l'élimination des préjugés, but commun de toute science. Comme je l'ai dit au début de cette conférence, il est bien entendu tout à fait hors de ma compétence de contribuer d'une manière directe à la solution des problèmes discutés entre spécialistes à ce congrès. Mon seul but a été de donner une impression de l'attitude épistémologique générale que nous avons été obligés d'adopter dans un domaine aussi éloigné des passions humaines que l'analyse de simples expériences de physique. Je ne sais pas si j'ai trouvé les mots qu'il fallait pour vous communiquer cette impression, et avant de conclure, je voudrais encore vous raconter une expérience qui m'a fait sentir un jour très vivement des déficiences à ce sujet. Pour expliquer à un auditoire que je ne me servais pas du mot de préjugé pour exprimer une condamnation quelconque des autres cultures, mais simplement pour caractériser notre cadre conceptuel qui implique nécessairement des préjugés, je rappellerai en plaisantant qu'il est une tradition ici au Danemark de garder certains préjugés contre nos frères suédois, de l'autre côté du beau sound que nous apercevons de ces fenêtres, contre ces frères avec qui nous sommes battus pendant des siècles, même entre les murs de ce château, et dont nous avons reçu au cours des âges tant d'inspiration féconde. Vous comprendrez maintenant le choc que j'ai reçu quand, après ma conférence, un auditeur vint me trouver et me dit qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi je haïssais les Suédois. J'ai dû évidemment m'exprimer en cette occasion
de manière confuse et j'ai peur aujourd'hui encore de ne pas avoir été très clair. J'espère néanmoins que l'obscurité de mon discours ne provoquera pas de point de vue sur le but de mon argumentation.